Ce podcast inclut du contenu créé à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés. Bienvenue au Luxembourg Fancast. Ce podcast, produit par Bertrand Marios, avocat à la Cour, a pour mission de vous apporter une information claire, libre et rigoureuse sur la réglementation financière et les fonds d'investissement au Luxembourg. Nos analyses sont issues de références officielles affinées par un prompt and context engineering sophistiqué. Veuillez noter que cet épisode a été préparé en date du 15 octobre 2025. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui redessine pas mal de choses dans le financement ici au Luxembourg. C'est cette nouvelle approche pour l'octroi, mais aussi le suivi des prêts. On parle d'une vision plus globale, plus prospective, c'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. On est vraiment entré dans une nouvelle dynamique, principalement sous l'impulsion de la circulaire CSSF 22824. Elle vient en fait transposer des lignes directrices assez importantes de l'autorité bancaire européenne, l'AB ou EBA comme on dit souvent. D'accord, l'EBA. Donc l'idée, c'est de voir ensemble ce que ça change concrètement pour les acteurs ici. Et il y a un point qui ressort particulièrement, c'est cette histoire de facteurs ESG. Environnementaux, sociaux, de gouvernance, ils prennent une place centrale maintenant. Ah oui, clairement. Ce n'est plus du tout un sujet annexe. C'est même, je dirais, l'un des 2 points essentiels à retenir de tout ça. Ah. Et quel est le premier alors? Le premier, c'est ce changement de logique. On quitte une vision très ponctuelle, transactionnelle du prêt. Juste au moment de la signature, quoi. Exactement. Pour aller vers une gestion du risque qui est continue, proactive, pendant toute la durée de vie du crédit. Et ça a des conséquences directes sur la documentation juridique, sur les négociations. Logique. Et le deuxième point clé, c'est donc l'ESG qui monte en grade. C'est ça. Ces facteurs ESG, ce ne sont plus juste des éléments soft, de réputation si vous voulez. Ils deviennent des éléments durs, mesurables, qui pèsent dans l'évaluation du risque de crédit. Des vrais moteurs de risque, en fait. Voilà, des moteurs de risque quantifiables. Et qui dit quantifiable dit nécessité d'avoir une expertise, une finesse particulière quand on rédige et négocie les clauses contractuelles liées. D'accord. Bon, pour bien comprendre, peut-être revenir un peu en arrière, pourquoi cette évolution réglementaire, d'où ça vient? Alors, l'origine remonte au plan d'action du Conseil européen de 2017. C'était une réponse directe au problème des prêts non performants, les fameux NPL, qui pesaient encore lourdement sur les bilans après la crise financière. Ah oui, les NPLs. Donc le but des règles européennes de l'ABE, ce n'était pas de gérer les anciens NPLs, mais plutôt d'éviter d'en créer de nouveaux. Précisément, le maître mot des lignes directrices IBA-GL 2020-00, c'est la prévention. On change complètement de philosophie. Fini la réaction après coup, on passe à l'anticipation. Fini le contrôle unique à l'octroi, on passe à un suivi dynamique tout au long du cycle de vie du prêt. C'est très clair dans les sections sur la gouvernance, l'octroi et surtout la section 8 sur le suivi. Ce qui veut dire que le contrat de prêt lui-même, il change de nature. Ce n'est plus juste un accord figé. Tout à fait. Il devient un véritable outil de gestion de risque dynamique. Actif. Un instrument de pilotage presque. C'est ça. Et c'est là que la circulaire CSSF 22824 entre en jeu au Luxembourg. Elle a transposé tout ça et c'est applicable depuis le 31 mars 2023. Et qui est concerné au juste? Juste les très grosses banques? Non, c'est assez large. Ça couvre les établissements de crédit, y compris ceux qu'on appelle moins importants. Ça vise aussi les succursales luxembourgeoises de banques de pays tiers. Et, point important, ça touche aussi certains professionnels qui font des opérations de prêt sous l'article 28-4 de la LFS, la loi sur le secteur financier. D'accord. Donc, un champ d'application assez vaste pour assurer une certaine cohérence. Oui, l'objectif est clairement d'avoir une approche de prudence généralisée. Et la CSF s'appuie sur ses pouvoirs existants, notamment en matière de gouvernance, de supervision des risques. La base légale est solide dans la LFS. Parlons de ce point ESG alors. Comment ça se matérialise, cette intégration? Comment on passe de l'intention à la pratique dans cette circulaire? Alors ça, c'est vraiment un des aspects les plus structurants. Les lignes directives de l'ABE, reprises par la CSF, exigent noir sur blanc que les institutions intègrent les facteurs et les risques ESG. Intègrent où exactement? Dans leur stratégie globale de risque, de crédit, ce qu'on appelle l'appétit pour le risque, mais aussi dans leur politique, leurs procédures, au quotidien, quoi. Donc on sort vraiment de la RSE, de la communication. L'ESG devient un critère financier, un critère de solvabilité?
C'est tout à fait ça. Ce n'est plus une case à cocher. La réglementation impose d'évaluer l'impact de ces facteurs ESG sur la capacité réelle de l'emprunteur à rembourser, le fameux Creditworthiness Assessment. Il faut pouvoir montrer le lien, ou au moins la corrélation, entre la performance ESG et le profil de risque. Et concrètement, ça ressemble à quoi un risque ESG qui devient financier? Des exemples? Prenez le E, l'environnement. Une entreprise très émettrice de CO2, elle fait face à un risque de transition. Demain, une taxe carbone plus élevée, une réglementation plus dure, ça peut plomber sa rentabilité et donc sa capacité à rembourser son prêt. Logique. Ou pour le S, le social. Des mauvaises conditions de travail, une polémique sur les fournisseurs, ça peut générer des risques importants, réputationnels oui, mais aussi juridiques, opérationnels. Ce sont des risques financiers bien réels. Du coup, les clauses ESG dans les contrats, ce n'est plus juste pour faire joli. Ah non, plus du tout. Elles deviennent des outils essentiels pour maîtriser ces risques qu'on a identifiés. Il faut les rédiger avec la même rigueur, la même précision juridique que les clauses financières classiques, les covenants financiers, les garanties. C'est partie intégrante de l'analyse de la solidité de l'emprunteur. C'est fascinant comme évolution. Alors, allons voir dans le contrat lui-même. Comment ça se traduit, clause par clause? Bon, le point de départ, c'est l'évaluation de la solvabilité. Elle doit être beaucoup plus approfondie et surtout tournée vers l'avenir. L'ABE insiste là-dessus. On ne se contente plus des chiffres passés. Faut regarder devant. Voilà, les trappers doivent demander et surtout analyser des projections de revenus, de flux de trésorerie futurs, qui doivent reposer sur des business plans crédibles, pas juste des rêves, et faire des stress tests, des analyses de sensibilité FI1. Et si ça se passe moins bien que prévu? D'accord. Et une fois cette analyse faite, comment ça se répercute dans les clauses du contrat? Lesquelles sont les plus touchées? Il y en a plusieurs qui sont vraiment en première ligne. D'abord, les déclarations et garanties, les representations and warranties, leur périmètre s'étend. L'emprunteur doit garantir non seulement ses chiffres, mais aussi la véracité des infos ESG qu'il donne, la solidité de son business plan, la pertinence de ses projections. Et la conformité aux lois environnementales, j'imagine. Oui, ça devient un standard. Et le point clé, si une de ces déclarations s'avère fausse, ça doit pouvoir être considéré comme un cas de défaut. C'est important. Vous avez aussi mentionné le rôle des clauses d'information, les Information Covenants. Elles deviennent cruciales? Ah oui, c'est le nerf de la guerre. Pour que le prêteur puisse faire ce fameux suivi continu, il faut que le contrat lui donne le droit, très clairement, de demander des informations. Et pas juste les comptes annuels une fois par an. C'est plus que ça. Beaucoup plus. Il faut pouvoir demander des données ESG spécifiques, des rapports de suivi sur les objectifs de durabilité, des infos sur la chaîne logistique, bref, tout ce qui permet de réévaluer le risque en permanence. Et les clauses ESG spécifiques alors? Plutôt des objectifs souples, genre faire de son mieux, ou des chiffres précis? On voit les deux. Il y a ce qu'on appelle l'obligation de moyens. L'emprunteur promet de, par exemple, déployer ses meilleurs efforts commerciaux pour atteindre un but. C'est souple pour lui. Mais difficile à vérifier pour le prêteur. Exactement. Difficile de prouver le manque d'effort et de sanctionner. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus l'obligation de résultat. Là, c'est précis. Par exemple, les émissions de scope 1 et 2 ne dépasseront pas X tonnes d'équivalent CO2. Si c'est dépassé, c'est factuel. C'est une violation claire du contrat. Beaucoup plus robuste. Oui, et plus facile à faire respecter. Et on parle aussi de mécanismes où le taux d'intérêt bouge en fonction de ses performances ESG. Oui, c'est le fameux Sustainability Linked Pricing Ratchet. C'est très en vogue, l'idée est simple. Si l'emprunteur atteint son objectif ESG, la marge du prêt baisse un peu, disons de 5 points de base. S'il le rate, elle augmente d'autant. C'est un levier financier direct. Très incitatif. Et il faut faire attention à l'usage des fonds prêtés aussi. Ah oui, c'est une distinction clé. Il ne faut pas confondre un prêt vert, un green loan, où l'argent est spécifiquement destiné à financer des projets verts identifiés. Comme des panneaux solaires par exemple. Voilà. Et un prêt lié à la durabilité, un Sustainability Linked Loan, ou SLL. Là, l'argent peut servir aux besoins généraux de l'entreprise, mais c'est le taux d'intérêt qui est lié à l'atteinte d'objectifs de durabilité globaux de l'emprunteur. Ce sont deux outils différents. D'accord. Tout ça, ça change forcément la négociation du contrat. Quels sont les nouveaux points chauds, les objectifs de chacun? Du côté du prêteur, il y a la pression de la conformité vis-à-vis de la CSSF. Donc son avocat va chercher un maximum de transparence, de contrôle.
Des droits d'information très larges, j'imagine. Exactement, des droits d'information granulaires, fréquents, des objectifs ESG bien définis, quantifiables, difficiles à contourner, et surtout des sanctions claires si ça ne va pas, augmentation de la marge, et même la possibilité de déclarer un défaut. Le contrat doit être une vraie tour de contrôle du risque. Et de l'autre côté, l'emprunteur, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir? Pour l'emprunteur et son conseil, le but, c'est de gérer la charge que ça représente. Le reporting, ça coûte du temps et de l'argent. Donc, on va négocier la fréquence, le niveau de détail. On va aussi s'assurer que les objectifs ESG fixés sont ambitieux, certes, mais atteignables. Pour éviter un défaut technique. Oui, et aussi pour ne pas se faire taxer de greenwashing si les objectifs sont trop faciles à atteindre. C'est un équilibre délicat. Et puis, on va chercher de la flexibilité. Des seuils de matérialité avant qu'un petit écart ne pose problème, des délais pour se remettre en conformité. On sent que la donnée, l'information, est vraiment au cœur de tout ça maintenant. Elle est absolument centrale. Ce besoin de suivi continu, plus la date butoir qui était fixée au 30 juin 2024 pour adapter les contrats existants, ça a donné un poids énorme aux clauses d'information. Ce n'est plus une clause administrative. Pas du tout. Le prêteur doit avoir le droit contractuel de recevoir l'info pertinent. Rapport d'émission, données RH, audit. Et si l'emprunteur ne fournit pas cette information prévue au contrat, ça peut devenir en soi un cas de défaut. C'est ce que certains appellent « weaponizing the data covenant ». Utiliser l'obligation d'information comme une arme. Comme un levier, disons. Un levier pour forcer la transparence et détecter les problèmes avant qu'ils ne deviennent des défauts de paiement. Passons à la mise en œuvre. Tout ça a un coût pour les banques, les prêteurs. Comment ils gèrent ça, y compris les frais juridiques qui doivent augmenter? Oui, le coût de mise en conformité est bien réel. Il y a des investissements IT pour traiter toutes ces nouvelles données ESG notamment. Il y a la formation des équipes, crédits, risques, juridiques qui doivent monter en compétences sur ces sujets techniques. Et puis, il faut souvent faire appel à des experts externes, consultants ESG, évaluateurs immobiliers spécialisés. Ça s'additionne. Et pour les cabinets d'avocats, cette complexité, c'est pas une occasion de proposer autre chose que la facturation à l'heure? C'est une très bonne remarque. Effectivement, face à un projet de cette ampleur, revoir les politiques, les modèles de contrat, former les gens, le taux horaire peut devenir un peu anxiogène pour le client. C'est l'occasion parfaite pour proposer des arrangements tarifaires alternatifs, les AFA. Basés sur la valeur plutôt que le temps passé. Exactement. On peut imaginer une offre structurée, par exemple. Phase 1, diagnostic, analyse d'écart, pour un forfait fixe. Phase 2, réécriture des documents clés, pour un forfait projet plafonné. Phase 3, formation, support continu, via un abonnement mensuel, un retainer. Ça donne de la prévisibilité aux clients. Oui, et ça aligne les intérêts. Le cabinet est payé pour livrer un résultat, pas juste pour compter les heures. Ça positionne le juriste comme un partenaire stratégique. Plus qu'un simple fournisseur de services. Tout à fait. C'est montrer que l'expertise juridique aide à atteindre des objectifs business et de conformité de manière efficace. Et juste pour mémoire, le calendrier de mise en place de cette circulaire, c'était quoi? Il y a eu 3 grandes étapes. D'abord, dès l'entrée en vigueur en mars 2023, il fallait que tous les nouveaux prêts soient conformes. Donc, urgence sur les modèles, les process. Ok, ça, c'est fait. Ensuite, il y a eu une phase très intense, jusqu'au 30 juin 2024. Là, il fallait passer en revue tout le stock de prêts existants, identifier où il manquait les droits d'information nécessaires pour le nouveau suivi et faire des avenants pour les ajouter. Un travail énorme de mise à niveau. Et donc, depuis mi-2024, on est dans la phase de vie normale sous ce nouveau régime. C'est ça. On est en régime de croisière, si on veut. Théoriquement, le portefeuille est à jour en termes de droits d'information et le suivi renforcé est opérationnel. Maintenant, l'attention juridique se porte plus sur la structuration des nouvelles opérations complexes, la vigilance sur la conformité au jour le jour et la gestion des incidents, si une clause est violée. On a beaucoup parlé de contraintes, de complexité, mais est-ce qu'il y a un côté positif? Est-ce qu'on peut faire de cette réglementation un avantage? C'est tout l'enjeu et la perspective la plus intéressante, je trouve. Une institution qui va au-delà de la simple case à cocher, qui développe une approche vraiment pointue, efficace et même attractive commercialement, notamment sur l'ESG, elle peut vraiment se démarquer. Comment ça devient un argument de vente, un USP? Maîtriser ce sujet, c'est devenir attractif pour les bons emprunteurs, ceux qui sont eux-mêmes sérieux sur leur démarche ESG. C'est aussi répondre aux exigences des investisseurs, des gestionnaires d'actifs qui regardent ça de très près. Donc ça aide à attirer les bons clients et les capitaux?
Exactement. Une banque qui sait monter des prêts verts ou des SLL qui tiennent la route avec des critères ESG solides, vérifiables, elle réduit son risque de se faire accuser de greenwashing et elle gagne en crédibilité sur le marché très porteur de la finance durable. C'est bon pour le business et pour la réputation. Et le juriste, dans cette histoire, il change de rôle aussi. Ah oui, clairement. Le professionnel du droit, qui comprend non seulement la règle, mais aussi ses implications pratiques, qui sait comment négocier finement une clause de prix ESG, il n'est plus juste un technicien du droit. Il ou elle devient un vrai facilitateur stratégique, celui qui aide la banque à transformer la contrainte en produit innovant, à gérer les risques qui vont avec, et au final, à gagner un avantage sur les concurrents. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Transformer la complexité réglementaire en opportunité. C'est très clair. Alors, si on devait résumer les deux messages forts de notre discussion, premièrement, c'est la fin du prévu comme un acte isolé. La CSFF 22282 nous fait entrer dans une gestion de risque dynamique sur toute la durée, avec le contrat comme outil clé. C'est exactement ça. Et deuxièmement, DSG qui change de statut, ce n'est plus une option, c'est une composante à part entière du risque de crédit inscrite dans la réglementation. Et savoir traduire ça en clause contractuelle solide, mesurable, c'est devenu indispensable pour faire du crédit au Luxembourg. Parfait, merci beaucoup pour cet éclairage très précis. Peut-être une dernière question pour nos auditeurs, une piste de réflexion, Evelina. Oui, pourquoi pas. Maintenant que l'ISG est dans les rouages du crédit, on peut se demander comment est-ce que l'utilisation de toutes ces données ISG, qui sont encore assez peu standardisées, va vraiment changer l'évaluation de la valeur et du risque à long terme. Est-ce qu'on va aller vers plus de standardisation des métriques ou est-ce que la prochaine étape sera d'intégrer des facteurs encore plus larges, comme la biodiversité par exemple? Voilà, c'est une question ouverte pour la suite. Merci de nous avoir écoutés. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, où une note 5 étoiles nous aiderait beaucoup, et sur notre chaîne YouTube Rigor Média. Vos commentaires et suggestions y sont les bienvenus. Retrouvez le lien vers notre podcast en anglais dans la description. À bientôt sur le Luxembourg Funcast. Ce podcast inclut de contenus créés à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations fournies ne constituent pas des conseils financiers, d'investissement ou juridiques. Vous êtes invité à vérifier les informations de manière indépendante et à consulter des professionnels qualifiés pour des conseils personnalisés.